d'entretien des patriotes, bonjour à tous. Nouvelle stratégie de com de Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, le festival de promesses délirantes. Et puis nous aborderons la polémique Bernard Arnault. Avant de traiter donc ces nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal en me finançant à l'aide de ces fameux et légendaires merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Agnachine, Nine, Michel, Monsieur Guili et Olivier Payon. Merci à eux du fond du cœur. Vous avez été nombreux à m'écrire, certains d'entre vous n'ont pas de morale. C'est vrai que c'est difficile depuis le 25 août, j'ai discuté avec certains collègues de la réinformation, ils m'ont expliqué qu'ils avaient perdu des abonnés, qu'ils avaient moins de fréquentation et qu'il y avait quelque chose. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le camp d'en face ne se sent pas très bien et je vais vous le montrer aujourd'hui. Alors, merci évidemment aux gentils messages, aux pouces levés, à la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Et je répondrai aussi dans ce numéro à certaines de vos questions. Allez, on va commencer par celui qui promet tout et n'importe quoi. J'ai nommé le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron promet 5000 terrains de sport supplémentaires d'ici fin 2026. Oui, le locataire de l'Élysée qui ne veut pas partir a annoncé mardi le lancement d'un nouveau plan de 5000 terrains de sport dans ou à proximité des établissements scolaires d'ici la fin 2026, car on apprend mieux en faisant du sport. J'ai l'impression de lire une fable de La Fontaine. Votre enfant la tête vide? Eh bien, qu'il tape dans un ballon. Nous savons tous que le système éducatif français est quasiment dernier de tous les classements internationaux. Nous savons également qu'il y a une baisse du QI des petits Français depuis plus de 20 ans. Nous savons également que les enseignants vont mal. De nombreux professeurs, et je peux en témoigner puisque j'étais un ancien enseignant, démissionnent. Et quelles sont les mesures prônées par le chef de l'État ? Planter des arbres et construire des terrains de sport. Ça serait presque drôle s'il n'y avait pas une tragédie de l'éducation nationale en France. Et puis, le président se balade dans le Béarn et il a décidé de poursuivre son offensive sur l'éducation. Le terme offensive me paraît tout à fait juste. Cela fait 6 ans qu'Emmanuel Macron bombarde l'éducation nationale de mesures délirantes et inutiles et vous constatez aujourd'hui le champ de ruines. Est-ce qu'Emmanuel Macron va s'attaquer aux véritables problèmes de l'éducation nationale ? Nous les connaissons. Ce sont ces 3 cancers, le wokisme, le pédagogisme, l'école inclusive. Ah, ça jamais. Il avait même nommé Pap Ndiaye pour accélérer le phénomène. Lorsqu'on a travaillé en Asie, eh bien, on constate que les systèmes éducatifs asiatiques sont parmi les premiers au monde. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils font exactement l'inverse de ce que nous faisons. Ah, il vous a peut-être échappé un titre. Regardez, diviser par 2 le poids des cartables à l'école. Quelle solution privilégier ? Ah, le poids des cartables. C'est le marronnier de la rentrée. Cela fait 30 ans que nous lisons le même titre. C'est un peu pour le Parti socialiste faire une Europe sociale. Pourquoi les ministres ne s'attaquent jamais au poids des cartables ? Que voulez-vous ? S'ils s'attaquent au poids des cartables, qu'est-ce qu'ils pourraient dire à la rentrée suivante ? Alors Emmanuel Macron promet beaucoup de choses et puis par la suite, il est obligé de constater que ses promesses ont eu des aspects désastreux. Suppression de la taxe d'habitation, un coût dramatique. Cette suppression de la taxe d'habitation est un très bon exemple de la politique française menée depuis 20 ans. Comme les principales décisions sont prises à Bruxelles, les hommes politiques ne sont plus que des pantins qui s'agitent. Ils doivent faire croire aux Français qu'ils ont encore des pouvoirs. Alors ils réunissent leurs communicants, leurs conseillers et ils leur demandent « Trouvez-moi la mesure la plus démagogique ». La suppression de la taxe d'habitation. Ah, génial! Et puis, quelques temps après, on mesure les conséquences de cette suppression démagogique. Loin de provoquer une baisse générale des prélèvements obligatoires, la mesure s'est traduite par un renforcement de la concentration de l'impôt, comme l'illustre l'envolée des taxes foncières. Voilà, Emmanuel Macron est face aux promesses qu'il a tenues et qui sont catastrophiques pour une raison simple, ce n'était essentiellement que de la démagogie.
Et le résultat, c'est que nous nous trouvons dans une situation dramatique en France sur le plan immobilier. Vous savez qu'en France, tout va quand l'immobilier va. Eh bien, c'est plus le cas. Qui peut encore acheter un logement en France? L'envolée des taux de crédit oblige les ménages, notamment ceux qui rêvent de leur première acquisition, à repenser leur projet de vie immobilier. Les professionnels tirent donc la sonnette d'alarme, il y a de moins en moins de construction. Les Français, eux, ont du mal à se loger, pas seulement acheter, mais aussi louer, trouver un logement. Et je ne parle même pas des étudiants qui, en ce jour de rentrée, sont encore à la rue. Et quelles sont les mesures prises par le président de la République? Construire des terrains de foot ou planter des arbres. Emmanuel Macron doit faire face également à ses promesses non tenues. Immigration, l'exécutif pris au piège de sa promesse de régularisation. Pressé par la droite de durcir son texte, le gouvernement continue de maintenir le flou, autrement dit, il refuse de prendre une décision sur ses intentions. Mais comment le pourrait-il puisque Bruxelles lui impose sa politique migratoire? Macron promet des choses qu'il ne peut pas tenir. C'est d'ailleurs, j'ai l'impression, sa nouvelle technique. Lorsqu'il a tenu quelques-unes de ses promesses, c'était une catastrophe. La fermeture de Fessenheim, la suppression de la taxe d'habitation. Le mieux, c'est de promettre et de ne pas tenir. Abuser le gogo purement et simplement. Et dans ce jeu-là, Bruno Le Maire est en train de battre des records. Bruno Le Maire au Figaro. Les LR seront-ils au rendez-vous du désendettement de la France? Le ton est grandiloquent. Chez Bruno Le Maire, cela confine toujours au ridicule. Mais c'est en dessous qu'on a quelque chose de vraiment dilaté. Le ministre de l'économie confirme l'allègement de la fiscalité sur les ménages promise par le président de la République pour au moins 2 milliards d'euros, si possible, entre guillemets, dès le budget 2025. Alors on va un petit peu récapituler, puisque le gouvernement, par la voix de Bruno Le Maire, nous avait dit en 2022 qu'il y aurait des réductions d'impôts sur le budget 2023, et comme il ne peut pas, il promet en 2025. Qui peut croire encore Bruno Le Maire et ce gouvernement? Et c'est la nouvelle stratégie. On promet à tout va de planter des arbres, de construire des terrains de foot, de réduire les impôts, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne tiendront en aucune manière leurs promesses. Et comme ils laissent le temps sur 2-3 ans, ils espèrent que les Français auront oublié. Mais nous serons là pour rappeler leurs promesses. Vous avez été quelques-uns à me demander « Et la météo ?» Eh bien, là voilà la météo, il fait chaud en France, c'est le retour de la chaleur. Vous savez que lorsqu'il pleut, il faut aller aux escargots, et lorsqu'il fait chaud, sortent de leur tanière les alarmistes du climat. Et là, ils peuplent, vous pouvez les ramasser sur les plateaux de télévision. Vous avez une espèce extrêmement rare de ces alarmistes, celui qui avoue ce qu'on dit sur cette chaîne depuis des semaines. Les gens n'ont pas assez peur du réchauffement climatique. Mais quel aveu! Alors qu'il y a des endroits dans le monde où la situation est ingérable. Ils devraient dire n'ont pas assez conscience. Non, ils n'ont pas assez peur. Il faut faire peur. C'est d'ailleurs ce que reprend le cercle Aristote. Les gens n'ont pas assez peur et cet alarmiste en est très déçu. Le but n'est pas le problème climatique ou autre, où chacun peut donner des solutions différentes, mais de maintenir les gens dans la peur afin de mieux les contrôler. Passe carbone, ville à zéro émission. Je vous ai parlé de cela dans mes précédents numéros. Vous remarquerez que le chef de l'État, le locataire de l'Élysée, donc, avait expliqué que c'était la fin de l'abondance. Et ces réchauffistes alarmistes ont pris évidemment le train en marche dans une certaine mesure et ils nous expliquent, vous souffrez, vous vous serrez la ceinture, c'est bien, c'est bon pour la planète. Est-ce qu'ils ne travailleraient pas de concert avec les gouvernements et le World Economic Forum, ces alarmistes? Je pose ça comme jalon. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, mais oui, il fait chaud, comment l'expliquez-vous? Je vais devoir me répéter. Davantage de neige cet hiver, El Niño pourrait affecter la météo sur le continent. Cet article est un résumé du bulletin de l'Organisation mondiale météorologique. La dernière fois que je vous en ai parlé, c'était pour les prévisions de cet été, où cette organisation nous avait expliqué qu'il y aurait des températures extrêmement chaudes dues à El Niño.
Et il est en train de nous expliquer que le phénomène El Niño va perdurer et que nous risquons d'avoir des températures tout à fait chaudes encore l'année prochaine. La dernière fois qu'un puissant El Niño a battu son plein en 2016, le monde a connu l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un événement majeur à la fin de cette année donnerait de fortes chances de battre à nouveau des records de température. Mais attention, il risque d'y avoir un hiver froid de janvier à mars. Seulement un automne et un début d'hiver assez humides. On verra si ces prévisions se réalisent. Juste pour information, le réchauffement climatique depuis 1850, c'est 1,1 degré. Toutes les prévisions de 2, 3, 4 degrés pour 2020-2025 se sont révélées fausses. C'est-à-dire qu'ils nous promettent des choses qu'ils ne réalisent jamais et ils essaient de nous terroriser avec des projections qui n'ont jamais eu lieu. À tel point d'ailleurs que les Français commencent à en avoir assez. Crise du logement, faut-il alléger les normes environnementales du marché immobilier? Oui, à 70%. Cette consultation, c'est en quelque sorte le lien entre les mesures que le gouvernement a pu prendre sur l'immobilier et sur ce que je vous ai montré sur le réchauffement climatique. Les Français en ont assez. Ils ne peuvent même plus entretenir leurs biens parce qu'on leur demande trop de normes. Nous savons qu'en Allemagne, il y a une sorte de réaction au catastrophisme écologique. Certains sont très inquiets pour l'industrie allemande. En France, cela est en train de venir. Et on dit qu'aux prochaines élections, il n'y aura peut-être plus beaucoup d'élus verts. Ce serait une excellente nouvelle pour la planète. D'ailleurs, c'est la page maintenant complotisme. Oui, du complot, hein, c'est réchauffistes, c'est climato-sceptiques, c'est anti-vax, oui, ils sont affreux. Et puis alors, ceux qui ont, il y a quelques années, soutenu le Brexit, des ânes. En effet, comme chacun sait, l'Angleterre est rasée depuis le Brexit, les sauterelles se sont abattues. Ah bah non, pas du tout. Forte hausse de la révision du PIB britannique pour 2021. L'activité économique a donc été bien meilleure en Grande-Bretagne que ce que les grands médias affirmaient jusqu'ici avec une précipitation très malveillante. L'économie anglaise est en réalité la plus performante du G7 post-Covid après les États-Unis et le Canada. Le narratif sur l'homme malade de l'Europe est faux. Oui, l'homme malade, c'est bien la France, dirigée par Emmanuel Macron. Et dire que je lisais il y a encore quelques jours, sous la plume d'un journaliste aux ordres, le fait que ceux qui avaient soutenu le Brexit étaient des ânes en économie, qui ne comprenaient rien, des complotistes en somme. Qui sont les ânes, messieurs les journalistes aux ordres? Les faits vous donnent encore une fois tort. Puisqu'on parle de théorie du complot, voyez ce tweet de François Asselineau. Le temps révèle la réalité. En effet, en 2017, le journal Le Monde titrait « François Asselineau, candidat de l'UPR, sur les puces électroniques, fantasmes et réalité ». Le candidat à l'élection présidentielle est le seul à évoquer en effet le puçage humain. Le 4 septembre 2023 sur France Info, puce sous-cutanée, implant électronique dans la paume et la presse aux ordres s'émerveille de ce puçage humain. François Asselineau, le temps révèle la vérité. Présidentielle, Le Monde, encensé Macron, le génie qu'il fallait à la France. Dénoncer mes fantasmes, car j'étais le seul à dénoncer et à interdire le puçage des humains. France Info explique que le puçage des humains se répand vite. Voilà, la presse aux ordres, toujours des années de retard. Vous savez à quoi cela me fait penser, cette histoire de puce sous la peau? Au pass sanitaire et au pass vaccinal. Vous vous rappelez qu'en mars-avril 2021, nous avions dit sur les réseaux sociaux que le gouvernement allait mettre en place le pass sanitaire et le pass vaccinal. La réaction de la presse aux ordres, nous étions des complotistes. Jamais le gouvernement pourrait mettre le pass sanitaire et le pass vaccinal. C'était des mesures iniques allant contre la Constitution, la morale. Et lorsque le gouvernement a mis en place le pass sanitaire, le pass vaccinal, la presse aux ordres a encensé le gouvernement. Tirez vos conclusions. Nous allons passer maintenant au dossier du jour, la polémique Bernard Arnault. Que se passe-t-il exactement? Bernard Arnault est le propriétaire de LVMH, c'est l'homme le plus riche du monde.
nous ne sommes pas au niveau des riches, nous sommes au niveau d'une oligarchie, d'une plutocratie. Il posséderait jusqu'à 400 milliards. Il vient donc de donner 15 millions pour combler le déficit des Restos du Cœur. Pourquoi les Restos du Cœur sont-ils en déficit? Il y a plusieurs raisons. Les Français ont moins d'argent, ils sont moins généreux forcément. Mais il y a également une thèse que je vous ai proposée hier. Les Restos du Cœur, pendant la période de la pandémie, ont refusé de donner des repas ou de la nourriture à ceux qui n'étaient pas vaccinés. Or, il se trouve que souvent les non-vaccinés sont très mobilisés. Beaucoup d'entre vous m'ont expliqué qu'ils ne donnaient plus au Restos du Cœur. En prenant ce type de mesure de séparer les Français entre vaccinés et non vaccinés, les Restos du Cœur ont remis en cause la philosophie telle qu'elle avait été proposée par Coluche. Alors, pourquoi il y a une polémique Bernard Arnault? Déjà, il vient au secours des Restos du Cœur qui ont été, comment dirais-je, très serviles vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et puis, lorsqu'un très très riche donne, on n'y peut rien. On a cet enseignement de Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ce que je trouve ironique, c'est que la France insoumise reprenne l'enseignement du Christ, qui est tout à fait juste, vous vous en doutez. En effet, ceux qui ont moins de moyens donnent avec leur cœur. Ceux qui sont très riches ne se privent de rien. C'est juste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut reprocher à Bernard Arnault, qui dépense dans d'autres secteurs bien plus. Mais lorsqu'on est très riche, on a les moyens d'avoir des relais sur les plateaux de télévision, d'acheter des journalistes. Prenez Éric Revel qui devient l'avocat de Bernard Arnault. Éric Revel, à propos des critiques de la gauche face au don de 10 millions d'euros de Bernard Arnault pour les Restos du Cœur dans Punchline. On n'aime pas l'entreprise dans ce pays. Certes, Éric Revel a tout à fait raison de dire que LVMH est une belle entreprise, que c'est une fierté française, que ça crée des emplois en France, que Bernard Arnault paie aussi des impôts en France. Mais le problème n'est pas là, et c'est Philippe Murer qui nous dit exactement là où ça coince. Non, Éric Revel, on aime bien les entreprises en France, mais on n'aime pas les multinationales qui s'enrichissent jusqu'au ciel, qui ne paient pas leurs impôts entièrement en France, qui achètent des médias pour contrôler le système, qui font ensuite élire des Macron grâce à une publicité dingue. Et on pourrait aussi ajouter que Bernard Arnault possède des instituts de sondage. Bravo à Philippe Murer pour nous avoir recentré le problème. Alors, quand des députés de la France insoumise essaient encore une fois de nous faire la morale, on a envie de leur dire « taisez-vous ». Faire semblant de se battre contre l'évasion fiscale, être pro-Union européenne, quand 6 paradis fiscaux européens siphonnent les recettes fiscales en étant protégés par cette même institution européenne, c'est quel niveau d'imposture Manon Aubry? Ce sont des gens qui défendent le World Economic Forum et qui attaquent un de leurs membres. Est-ce que nous ne sommes pas en effet dans un jeu de dupes? Allez, on va ouvrir maintenant la page Ukraine. Vous avez été nombreux à me parler d'un pilote d'hélicoptère russe qui aurait fait défaut. Je vous avouerai que c'est une belle communication kevienne, mais on va y regarder d'un peu plus près. Alors on va regarder TF1, guerre en Ukraine, un pilote russe déserte avec un hélicoptère de l'armée. Kiev l'érige en héros. Vraiment un héros? Je vais vous laisser seul juge. Je vais juste vous dire les faits. Ce jeune Maxime, donc, a été contacté par les services ukrainiens il y a de longs mois. Ils lui ont proposé 500 000 $ pour déserter. C'est ce qu'il a fait, donc, le 4 septembre. Il a posé son hélicoptère en volant en rase-mode sur le sol ukrainien. Dans cet hélicoptère, il y avait 2 autres membres d'équipage. À leur descente de l'hélicoptère, ils ont été abattus par les Ukrainiens. Est-ce que c'est cela, un héros? Je vous laisse seul juge. Qui a organisé cette désertion? C'est Boudanov, le service de propagande de l'Ukraine. Pourquoi a-t-il organisé cette mise en scène? Eh bien, vous le savez, il y a de nombreuses désertions d'Ukrainiens sur le front et notamment près de Kupiansk. Il fallait donc créer
un autre regard, détourner le regard des téléspectateurs mondiaux sur cette désertion. Et puis, il y a cette nouvelle un peu catastrophique pour l'image de Kiev. En effet, je vous en ai parlé hier, selon ces images, les réfugiés ukrainiens ont commencé à recevoir les premières notifications les informant qu'ils seront expulsés de l'Union européenne. Laurent Rosan réplique: finalement, on a le droit de renvoyer un réfugié dans un pays en guerre s'il est européen et peut servir de chair à canon pour l'OTAN. Voilà, les mauvaises nouvelles s'amoncellent pour le régime otano-kievien, désertion, refus de la conscription, corruption. Ce sont des articles que vous pouvez lire dans la presse mainstream. Il faut donc cacher tout cela en détournant le regard, en mettant en scène un scénario hollywoodien. L'un d'entre vous m'a écrit en m'expliquant qu'un général ukrainien avait expliqué que les troupes ukrainiennes étaient arrivées à percer la première ligne de défense russe et qu'elle était en train de prendre la deuxième ligne. En effet, il y a bien un communiqué d'un général ukrainien qui dit ce genre de choses. Mais cela faisait écho à un mot de Joe Biden en disant qu'il y avait de très bonnes nouvelles à Kiev. Il fallait donc que le général ukrainien donne de bonnes nouvelles. La réalité, elle est un petit peu différente. Les Russes ont peut-être été surpris par le changement tactique des forces ukrainiennes, puisqu'ils envoyaient des régiments, puis, comme ça a été un échec de la contre-offensive, ils ont décidé d'envoyer des commandos. Ils ont dû s'adapter. Et maintenant, les bonnes nouvelles sont du côté russe. Les parachutistes russes de la 76e division ont lancé des contre-attaques vers Robotino à partir des collines surplombant le village au sud. Les Russes ont repris des positions. Des combats se déroulent vers le centre de Robotino, donc on est très loin de la première ligne de défense. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce journal. N'hésitez pas à le soutenir. Il faut soutenir la réinformation. On en a besoin. Allez, on va terminer, sur un petit clin d'œil. Dans Psychose, Norman Bates vit avec sa mère empaillée. Et alors ? Allez, bonne journée à vous. Au revoir.